enveloppe. Ouais. On y va. Donc, comme on est dans juste avant Hanouka, nous allons parler évidemment de Hanouka. Hanouka, cette année, tombe dimanche soir dans le monde entier. D'accord? Alors, il y a des... Hanouka, c'est spécial parce qu'il y a une égalité totale entre les hommes et les femmes. D'accord? C'est pas comme Rosh Hashanah où les femmes ne sont pas obligées d'entendre le chauffard, ou Sukkot, elles ne sont pas obligées de manger la souka et secouer le loulav. C'est une mitzvah où les femmes sont impliquées, puisqu'on dit que le Shulchan Aruch, il dit que la fille de Yochanan Cohen Gadol, elle s'appelait Yehudit, et c'est elle qui a eu le cran d'aller tuer le prince qui dirigeait, qui était en Israël, qui s'appelait Holoferne. Et donc, comme elle nous a sauvés, parce que quand il est mort, ça a été la débandade chez les Grecs, donc les femmes sont obligatoirement impliquées dans la fête de Hanouka. Donc une femme, qu'elle soit célibataire, mariée, grand-mère ou petite fille, elle doit assister ou allumer elle-même les bougies de Hanouka. Il n'y a pas de dérogation. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Dimanche soir, avant la nuit, on prépare la première bougie, parce que c'est la fête où, effectivement, d'après la loi, on aurait pu se contenter d'allumer une lumière par jour, c'est tout. Celui qui n'a pas les moyens ou qui n'a pas l'occasion, il peut n'allumer qu'une lumière par jour. Et il les quitte. Pendant 8 jours, il allume tous les soirs une. Maintenant, la halakha n'est pas comme ça. On fait ce qu'on appelle méadrin, mina méadrin. Comme, c'est de là qu'on apprend sur toutes les mitzvot. Sur toutes les mitzvot, tu n'es pas obligé de faire méadrin, mina méadrin. Tu peux faire la base halachique et ça suffit. Hanouka, non. Tout le monde, toutes les communautés ont pris sur elles de faire l'embellissement sur embellissement, c'est-à-dire d'en rajouter une tous les soirs. D'accord? On rajoute une lumière. Alors, il y a deux coutumes. Il y a une coutume d'allumer avec des bougies, à la paraffine. En Europe, ils faisaient comme ça, parce qu'ils n'avaient pas d'huile. Donc, ils allumaient à la paraffine. Ou alors, carrément avec du suif, quoi, ils allumaient. Mais, dans les pays où il y avait de l'huile, eh ben, ils choisissaient l'huile. Et dans les pays où il y avait de l'huile d'olive, à plus forte raison, qu'on allumait avec de l'huile d'olive. Et aujourd'hui, la coutume répandue au maximum dans toutes les communautés, que ce soit en Israël ou en dehors d'Israël, d'allumer à l'huile d'olive. Et en plus, cette année, si vous avez observé, les gens qui habitent en Israël, l'huile d'olive, elle est en promotion, elle coûte moins cher que l'huile d'allumage, ce qu'on appelle Shemen Lamahor. Oui. Parce que Shemen Lamahor, c'est pas très très bien. Ah bon, pourquoi? Parce que c'est mieux la vraie huile d'olive mangeable. Ah oui? Comme l'huile d'olive du Beth Amikdash. Alors vous avez de l'huile, je parle, les Canadiens qui m'écoutent et les Tchèques qui m'écoutent, et ça va leur servir à rien, mais si vous avez des promotions à 14 shekels la bouteille et de l'huile pure, impeccable. D'accord. Dans tous les super, là, vous avez. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est sûr qu'il vaut mieux allumer avec de l'huile mangeable. Alors, quelle est la question? C'est que si vous utilisez, par exemple, vous prenez la bouteille et vous dites, vous achetez cette bouteille, mais vous devez faire le tnaï. Vous devez mettre la condition, tout ce que je consomme pour le Hanoukia, ok, tout ce qui restera, je le mange. Vous ne consacrez pas toute la bouteille, sinon vous êtes coincé.
Si vous consacrez la bouteille à Hanouka, même si vous n'avez pas fini la bouteille, eh ben vous ne pouvez pas la manger, parce qu'elle était pour Hanouka, donc vous êtes obligé de la brûler. Alors donc il faut dire tout de suite, je ne consacre que ce que j'utiliserai, le reste je le garde pour manger. Mais c'est tellement bien d'acheter tout prêt, Rav. C'est moins bien déjà. Ah bon? Acheter tout prêt, c'est pas un grand idiot, parce que les commentateurs ils disent, comme Shabbat, c'est bien que de préparer les mèches, de préparer, en général, l'homme et la femme ils se partagent la mission. Le mari prépare la mèche avec l'huile et la femme elle allume. Et on dit à Hanouka aussi c'est bien de faire comme ça. C'est pas le top mitzvah que d'acheter du tout fait. Mais c'est de l'huile d'olive. C'est de l'huile d'olive, ouais. Donc vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez faire ça, mais le mieux c'est de préparer soi-même ses mèches. Comme le Beth Amikdash. On prépare. Non, ils vendent des mèches toutes faites déjà. Elles sont enduites de cire déjà. Ça va très très vite. Et pour le Shabbat aussi. Il faut mettre un fond d'eau. Alors il y en a qui disent, qui donnent une raison spirituelle à ça, mais la raison la plus réelle, pourquoi on met un fond d'eau, c'est pour pas que le verre il saute. Parce que quand l'huile est terminée, si c'est au bas, ça chauffe le verre et il saute. La raison plus spirituelle qu'on donne, c'est que l'huile, c'est le Ham Israël, et l'eau, c'est les nations. Et donc, le Ham Israël montera toujours au-dessus des nations, et donc il faut mettre de l'huile avec de l'eau pour symboliser la supériorité de l'huile qui va brûler, et l'eau, la mèche va s'atteindre. Donc c'est mieux de faire comme ça. Maintenant, si vous voulez absolument les petits verres cassables, là, comme les vitamines, là, Pas cassable. on casse le haut et on dévoile la mèche. Bon, celui qui veut faire comme ça, c'est valable. Ça dure au moins 3 heures. Hein. Ouais. Et si vous utilisez l'autre système, ça peut durer 4 heures, 5 heures, hein, ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, donc, toutes les personnes sont obligées de participer à l'allumage. Alors, donc avant la nuit, bien évidemment, on prépare son appareillage, et donc on met, soit, il y a 2 minagim, soit on met la Hanoukia à l'entrée de la maison qui donne sur le domaine public, si on est en rez-de-chaussée, et qu'il y a du monde qui passe, ou alors en étage, s'il y a des gens qui regardent, ou alors, deuxième minag, d'allumer à l'intérieur de la maison en mettant la Hanoukia à la gauche de la porte, en face de la mezouza. C'est 2 minagim parallèles. Maintenant, en ce qui concerne l'heure, d'accord? Alors, il y a deux minagim aussi. Il y a une coutume d'allumer avant les 3 étoiles, avant la nuit, et une coutume d'allumer justement au moment de la nuit. D'accord? Oui. Il y en a qui allument avant 5 heures, et il y en a qui allument à 5 heures. Et nous, on fait quoi? Ben, vous faites comme vous. Là, alors, quelle est la condition? La seule chose qui compte dans tout ça, c'est que ça dure une demi-heure dans la nuit. Que vous allumiez dans la nuit ou que vous allumiez avant la nuit, il faut garantir qu'il y a une demi-heure dans la nuit, ça brûle. D'accord? Alors il y a quelqu'un de très important qui a dit dans un cours que celui qui allume avant la nuit, c'est une bracha pour rien. Bracha le Batalam. Avant la nuit. Alors c'est idiot. Pourquoi on va allumer avant la nuit? Nous, par exemple, on allume avant la nuit. C'est-à-dire 10 minutes avant la nuit, on allume. Et ça dure jusqu'à une demi-heure après la nuit. Mais il y en a qui ne font pas comme ça, qui allument boule à la nuit. D'accord? Alors,
Pourquoi ça ne tient pas debout, cette théorie de dire qu'avant la nuit, ça sert, c'est une bracha pour rien? Parce que il y a un commentateur du Shulchan Aruch, c'est pas le Shulchan Aruch, c'est un commentateur, un collègue de Rabbi Yosef Karo, dans le Tour, il s'appelle le Bach. Quand vous ouvrez un Tour, si vous avez l'occasion d'ouvrir le Tour c'est le prédécesseur du Shulchan Aruch. Le Tour, il est au milieu, dans le texte. Au centre, vous avez le Bet Yosef, et au bord, vous avez le Bach, Beit Hadash. Voilà. Ça s'appelait le Beit Hadash. Et le Beit Hadash, il pose une très belle question. Il dit, pourquoi, on voit bien dans Rosh Hashanah, si ça tombe Shabbat, on ne sonne pas. Si ça tombe Sukkot, Shabbat, on ne prend pas le lulav. D'accord? Megillah, si ça tombe Megillah Shabbat, on ne lit pas la Megillah Shabbat. Il dit, pourquoi les Chachamim n'auraient pas envisagé que quand le jour de Hanouka qui tombe Shabbat, puisqu'à 8 jours, c'est obligé qu'il y ait au moins un Shabbat, donc il peut y en avoir 2, mais au moins il y a un. Pourquoi les Chachamim n'ont pas annulé? Parce qu'on peut allumer avant. Voilà, pourquoi ils n'ont pas annulé? Ils auraient pu dire, tu peux pas, la nuit tu n'as pas le droit de faire du feu, c'est Shabbat, donc annule. On voit que non. On voit qu'on allume avant, en plein jour. Donc on voit bien que allumer en plein jour, allumer avant le coucher du soleil, et à plus forte raison après, c'est permis. Et le Bach te dit, évidemment, il faut faire attention à ce que, quand vendredi vous allez allumer à la fin de la fête, le Shabbat, c'est presque le dernier jour, c'est le 7e jour. Donc tu vas allumer tes bougies de Hanouka, tes lumières de Hanouka, avant tes lumières de Shabbat, donc c'est évident que tu vas les allumer bien avant le coucher du soleil, pour éviter la transgression. Moi, je rajoute toujours un peu d'huile. Alors maintenant, C'est ça que j'avais demandé sur mon quand vous avez... Aujourd'hui, moi je sais que par l'expérience, que ça dure entre 3 et 4 heures. En général, quand je vérifie toujours. Si j'allume à 5 heures par exemple, jusqu'à 9 heures c'est encore allumé. Donc on est encore réveillé, on voit que ça tient bien la route. Donc c'est pas difficile d'avoir des quantités qui durent 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc c'est sûr que vendredi, il faut faire attention à ça, qu'il n'y ait pas un pan de chair, que ça s'éteigne avant la nuit. D'accord? Donc, de là, on voit bien qu'il n'y a pas de problème d'allumer en plein jour, si tu es sûr que les bougies vont rester, les lumières vont rester dans la nuit. Et c'est un cas de figure qui peut arriver. Si, par exemple, tu es invité, alors tu dis, si je vais à l'invitation, je vais revenir, il va être minuit. Ouais. Alors, allumer à minuit, c'est un problème parce que ou je risque de m'endormir, ou les gens dorment dans la maison, donc c'est un problème. Il faut qu'il y ait un pirsoumanes, il faut qu'il y ait au moins une publicité de ce miracle. Donc il faut au moins qu'il y ait, si ce n'est pas les gens de la rue, au moins les gens de la maison. Donc si je reviens trop tard, c'est pas valable d'allumer, c'est trop tard. Il n'y a personne qui regarde. Je vais être obligé de rester comme ça 1 demi-heure devant les flammes, donc j'ai peur. Donc on te dit, tu sais quoi, avant d'aller à la réception où tu vas, allume. Tu t'es invité, pour éviter d'allumer en revenant, allume avant de partir. Ah, mais avant de partir, il fait jour. Eh bien, c'est pas grave. Si tu as mis assez d'huile pour que ça dure pendant la nuit, eh ben tu es quitte de l'allumage comme vendredi. D'accord? Maintenant, que vous allumiez dedans ou que vous allumiez devant la porte qui donne sur le domaine public, il n'y a plus de problème aujourd'hui, parce qu'il y a des séfarades extrémistes qui vous disent c'est entre 5h et 5h30, pas plus. C'est parce que la Gemara elle dit, parce que jusqu'à ce que le dernier
le pied du Talmudéen et quitter le chouk. Et Rashi explique que les Talmudéens, c'était des Syriens qui vendaient du bois. Et donc, ils vendaient du bois et les gens, ils venaient à 4h, 5h acheter leur bois. Et à 5h30, il n'y avait plus personne dans les rues. Donc, les séfarades extrémistes, ils disent, voilà, entre 5h et 5h30, sinon c'est trop tard. On voit bien que c'est pas vrai, puisque le Shulchan Aruch lui-même, il dit, si tu as raté le coche de 5h à 5h30, tu peux allumer encore. Donc c'est pas vrai. Ils angoissent les gens. Ils disent pire que ça. Ils disent, si par exemple, le mari travaille, ou la femme travaille, et donc à 5h, il n'y a que une personne dans la maison. Ils disent, il vaut mieux allumer à 5h quand il n'y a personne, que d'attendre ta femme ou ton mari ou ton frère ou ta soeur. Pourquoi? Le Rav Moshe Feinstein, il explique, et tout le monde est d'accord, que cette histoire du pied du Talmudéen à 5h30, c'était dans leur temps. Dans leur temps, eux, il n'y avait pas de réverbère, il n'y avait personne dans les rues. Dès que la nuit tombait, il n'y avait personne dans les rues. Mais aujourd'hui, que tu habites à Manhattan, ou que tu habites à Tel Aviv, ou que tu habites à Paris, il y a un monde dans les rues jusqu'à très tard. Ça n'existe plus, ce truc de 5h30, plus personne dans les rues. Il n'y a que peut-être quelques yishuvim isolés. Où les gens, ils rentrent le soir, ils vont à la Macolette acheter un peu de lait, ils rentrent... Alors là-bas, effectivement, là-bas, il n'y a plus personne. 5h30, plus un chat dans les rues. Mais c'est rare. La plupart des villes, Bnei Brak, Tel Aviv, Elad, Paris... Moi, j'avais un ami qui habitait à Manhattan. Il me disait des fois... il habitait à Manhattan, il me disait... Oh, ben des fois, à 2h du matin, j'ai une vis qui est tombée de mon placard. Je suis descendu au drugstore, là-bas, j'ai acheté ma vis à 2h du matin, je suis remonté à la maison, et il y avait la queue. Donc, c'est-à-dire que c'est fini le temps où les gens ils dorment tôt. Dans les centres commerciaux, des fois, ils travaillent jusqu'à très tard. D'accord ? Vous promenez-vous à Géoula à 11h du soir, vous allez voir les femmes avec les poussettes et les bébés dedans à 11h du soir en train d'acheter encore des falafels et des... Donc, le Rav Moshe Feinstein dit, il n'y a plus cette histoire de Regel Minachouk à 5h30, donc, que ce soit avant la nuit, tu peux allumer, et que ce soit après la nuit, tu peux allumer aussi. Ne t'inquiète pas, tu seras toujours quitte, et c'est valable. Que tu l'allumes dehors ou à l'intérieur, parce que dehors aussi, il y a du monde qui passe. Et si tu allumes dans la maison, à plus forte raison, tant que personne ne dort, eh ben, tu peux allumer, même tard. Donc, évidemment, c'est pas beau. La mitzvah, c'est de la faire le plus tôt possible, bien évidemment. Normalement, c'est pas bien de traîner. Mais si tu attends ta femme, ou tu attends les enfants, et tu veux faire une soirée soufganiot, une soirée de sponge, de beignets algériens, tu vas quand même pas allumer tout seul en attendant que les gens arrivent. Beignets marocains. Donc tu allumes. Tu peux allumer quand il fait nuit, avec tout le monde, c'est mieux que d'allumer tout seul en attendant. Le tôt, c'est très bien, mais il faut évidemment faire plaisir aux gens de pouvoir assister à l'allumage. Question. Oui. Est-ce qu'on peut rajouter de l'huile pour le plaisir de continuer à regarder? On peut rajouter de l'huile pour le plaisir mais il faut après la demi-heure, on voulait dire. Après 3 heures. Ah ben oui, vous pouvez, mais... Sauf Shabbat. Sauf Shabbat, bien évidemment. C'est clair. Ouais, bon. Si quelqu'un a envie de rajouter de l'huile jusqu'au lendemain soir, bravo, hein. Excuse-moi. Après, il a dit que les 3 heures sont passées. Est-ce que que je rajoute de l'huile encore? Est-ce que j'ai le droit de déplacer la Ah non, après la demi-heure, très bonne question. Attendez. Après la demi-heure
obligatoire, vous pouvez déplacer, éteindre, Je peux la mettre dans ma chambre. mettre dans la chambre, on peut tout J'adore faire. dormir avec. J'adore dormir. L'essentiel, c'est que l'allumage, d'accord, ait lieu dans un endroit définitif, que dans la première demi-heure, on n'a pas le droit de changer de place. Si par exemple, ça peut arriver, vous êtes trompé, vous êtes trompé d'endroit, d'accord, vous êtes trompé d'endroit, alors, si vous êtes trompé d'endroit, mais que là où vous êtes trompé, c'est cachère, c'est-à-dire c'est pas à 10 mètres de haut, d'accord, ou dans un endroit où personne ne passe, ces deux cas-là, c'est pas bon, il faut recommencer. Mais si vous avez mis dans un endroit cachère, sur la table, ou sur un tabouret, ou à l'entrée, peu importe, c'est cachère tout ça, vous avez le droit de déplacer le... Mais dans la première demi-heure, on évite de déplacer. Ok, super. Après, par exemple, ça arrive, vous avez des enfants qui vont se rappliquer. Ils vont venir, et évidemment, ils risquent de donner des coups de pied dans la Hanoukia, vous risquez de mettre le feu à la maison, ou alors de mettre de l'huile sur le tapis. Alors là, on te dit, après la demi-heure, déplace-les, mets-les en hauteur, pour éviter la manipulation des enfants. Et puis s'il y a du courant d'air, c'est pas bon non plus. Voilà, c'est du courant d'air. Il faut bien vérifier quand vous mettez la Hanoukia qu'elle soit dans un endroit stable. Question. Maintenant, attends un instant. Maintenant, la Gemara vous dit, le Shulchan Aruch rapporte ça, que si la lumière s'éteint, alors que toutes les conditions sont favorables, c'est-à-dire il y a assez d'huile, la mèche est propre, il n'y a pas de vent, et malgré tout, il y a eu un bug, ça s'éteint. La Gemara, elle vous dit, c'est pas la peine de rallumer. On le fait par amour de la mitzvah. Voilà. Mais en fait, on ne serait pas obligé de rallumer. Il y a quelqu'un qui m'a téléphoné un jour, il m'a dit « Ah, je suis embêté, j'ai allumé, j'ai été obligé de partir. Et quand je suis rentré, j'ai vu que ça s'est éteint tout de suite. Parce que j'ai vu la quantité rester la même. Je suis pas quitte, n'est-ce pas ?» J'ai dit « Non, vous êtes quitte. S'il n'y avait pas de vent, et que vous avez mis l'huile qu'il faut et la mèche qu'il faut, que ça soit éteint, c'est pas votre problème. Ah, vous auriez été là, vous auriez allumé, ok, mais si tu as respecté les conditions, tu n'as pas d'inquiétude à te faire. Question. Alors la question, vous avez dit que si on utilisait de l'huile d'olive, par exemple, de consommation, pour allumer les bougies, il fallait faire un tnaï disant que on utilise que ce qui est nécessaire. Voilà, on consacre. Voilà. Comme il y a écrit, les Chachamim, ils ont fait une takana sur les affaires de Hanouka, les mèches, l'huile, les verres, tout ce qui est consacré à la mitzvah, c'est pas comme le loulav, par exemple. Le loulav, vous avez terminé la fête, vous pouvez le jeter à côté de la poubelle proprement, qu'il aille sécher là-bas tout seul. Ou les matzot, vous avez terminé la fête de Pessah, les matzot qui vous restent, elles ne sont pas consacrées, vous pouvez les donner à un goy, les manger en dehors de la table de Shabbat, etc. Hanouka, ils ont fait une gzera spéciale, et Chachamim, comme au Beth Amikdash, la menorah c'était kadosh, et l'huile aussi, c'était donc interdit de l'utiliser à notre usage. Ils ont fait la même chose, que ce qui reste de l'huile, ce qui reste des mèches, il faut les brûler. Il ne faut pas ni les jeter. Avant Pessah. Non, on les brûle tout de suite, quoi. Ah bon? Vous n'allez pas attendre Pessah pour brûler. On ne peut pas les utiliser pour autre chose. Ah non, vous ne pouvez pas les utiliser pour autre chose. Donc c'est pour ça que la bouteille que vous achetez, vous dites, je consacre ce que j'utiliserai à Hanouka, ce qui restera, je fais ce que je veux avec. D'accord. Donc du coup, je vais poser la question. Attends, et il y a une ségoula, je ne sais pas si elle est efficace, en tous les cas elle est connue. Il y a écrit dans la chanson de Mao Tzu, et ce qui reste des
des flacons, d'accord? Asanes la Shoshanim. Il a fait un miracle. Shoshanim, c'est les Maccabim, qu'on a appelé les roses. Alors il y a des commentateurs qui disent, et de Yeter Kankanim, ce qui reste des godets, c'est une ségoula pour enlever les verrues. Ah ouais? Ah ouais. Les Shoshanim. Celui qui a des Shoshanim dans les pieds ou dans. Pour la refoie, voilà. C'est bon pour la refoie. Donc tu n'es pas obligé de brûler cette huile, tu peux la garder et t'en servir pour frotter avec une plaie, etc. Mais à part ça, sinon, brûler. D'accord. Donc du coup, puisque c'est que pour Hanouka où c'est consacré, en fait je veux savoir si le Tna, il fallait le faire aussi si on allume avec l'huile pour Shabbat. Non, pour Shabbat, non. C'est que pour Hanouka parce que Voilà, c'est spécial. Hanouka, c'est kadosh. Comme tu n'as pas le droit d'utiliser les flammes, tu n'as pas le droit d'utiliser à ton profit les restes de ce qui a été utilisé à Hanouka. Voilà. Pas de questions? Non. Maintenant, une petite plaisanterie, quoi. Si jamais quelqu'un il a raté un jour, pour une raison ou une autre, par exemple, je connais quelqu'un qui a raté un jour, il était en Amérique, et il a pris l'avion, l'avion était à 7 heures, donc il est parti avant, il n'a pas allumé, et dans l'avion, évidemment, interdiction d'allumer, même une cigarette. Donc il a raté l'allumage. Donc c'est pas comme le Homer, où si tu as raté la nuit, la bénédiction du Homer, tu peux te rattraper en journée et recommencer à compter le lendemain soir. Là, si tu as raté la nuit, tu ne peux pas allumer en journée pour rattraper. Donc il a raté une soirée. Donc il s'est posé la question, j'allume combien le lendemain? Est-ce que je dois allumer une en plus pour rattraper hier? On dit non. C'est chaque jour, elle a sa quantité exacte. Donc si tu as raté le troisième, le lendemain, tu allumeras 4 et pas 5. Tu allumeras que 4. Maintenant, Rav, j'ai une question. Par exemple, Nagid, je vais chez ma mère à Natania jeudi prochain. J'allume là-bas et je fais la bracha. Voilà, c'est ça. On doit allumer là où on est installé, pendant le temps qu'on est installé, quoi. Par exemple, si quelqu'un il va à une soirée chez sa tante, eh ben, il peut allumer chez sa tante sa Hanoukia, parce que ça s'appelle sa maison pendant le temps qu'il est là-bas. Il n'est pas obligé d'allumer chez lui ou d'attendre de retourner chez lui. Il peut allumer sur place ou participer chez la personne chez qui il allume, chez qui il mange. Mais il peut l'allumer chez lui aussi. Pardon? Il pourrait l'allumer chez lui avant de partir à condition. Voilà, c'est ça. Il peut allumer chez lui avant de partir, mais c'est compliqué la vie. Il y a une question sur le khatan, par exemple. Il y a des gens qui se marient. Alors, le khatan, avant qu'il se marie, eh ben, il est encore lié avec ses parents, dans le meilleur des cas. S'il ne vit pas tout seul, il vit chez ses parents, donc il se rend quitte chez son père avant de se marier. Mais après qu'il soit marié, il se rend quitte avec sa femme. Mais tu aurais dit, attends, comme il va se marier, qu'il allume chez lui en rentrant le soir. Il dit non, tu n'es pas encore marié, alors allume avec ton père. S'il est Sfarad, il se rend quitte. S'il est Ashkenaz, il allume la sienne en même temps que son père, mais il allume chez son père, parce que c'est sa maison pour l'instant. Après le mariage, il a une autre maison. Voilà, donc c'est pas comme le Shabbat, où il faut aller d'après l'endroit où on mange, l'endroit où on dort, etc. Là, c'est pas la même comparaison. J'ai décidé d'être invité chez ma tante, je vais manger là-bas et je vais rentrer à minuit, et ben je vais là-bas, j'allume là-bas. Ça s'appelle pas... ça s'appelle ma maison pendant le temps que j'ai allumé. Voilà. Bon, évidemment, il y a des questions, mais on n'a pas le temps de tout voir. Mais en règle générale, Hanouka, aujourd'hui, c'est une fête très facile à faire, parce que tu n'es pas limité par le temps, tu n'es pas limité par
par l'argent, alors qu'avant, avoir de l'huile ou des bougies, c'était des fois, comme on dit chez vous, un big deal. C'était un gros problème. Moi, je me rappelle à Paris, on allumait chez mon grand-père, après on rentrait chez nous. Alors mon grand-père, il prenait du coton, et il fallait qu'il... Eh ben ça dure mieux, moi j'ai fini. Ouais, c'est sympathique, mais c'est une galère, quoi. Il fallait rouler dans le coton, après mettre dans la faloukia, après faire poser la truc, et tu avais les doigts pleins d'huile. Là, aujourd'hui, tu peux travailler comme un dentiste, les mains propres. Comme Sarah. Les mains propres, tu touches pas une seconde l'huile. Voilà. Il y a une question qui a été posée. Est-ce que les mèches qui sont entourées de cire, c'est des mèches rouges comme ça, entourées de cire, est-ce que c'est cachère, puisque la mèche, il y a d'abord la cire. On dit non, c'est pas grave, parce que la cire brûle très vite, et donc après, ce qui est la mèche, c'est derrière, c'est bon. On ne cherche pas à compliquer la vie. Il faut essayer de trouver le système le plus efficace, le moins salissant et le moins... et le plus... qui dure le plus longtemps. Voilà. Pas de questions, pas de questions. Maintenant, nous allons faire un peu de parachat Vaïchev, et nous allons embrayer, si vous le permettez, avec la suite de Yutet qui se lève, Yutet Kaf qui se lève. Il y avait une Idvadut hier soir? Il y avait une Idvadut, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 100 ans de cela, les gens qui étaient opposés ou curieux de la Chassidoute, ils ont dit, c'est quoi cette histoire de Rosh Hashanah, la Chassidoute? Il n'y a pas... Rosh Hashanah, il y en a 4 dans la Mishnah. Il y a 4 Rosh Hashanah dans la Mishnah. Le Rosh Hashanah, et ça correspond aux 4 saisons, aux 4 mondes, minéral, végétal, animal et humain. Le Rosh Hashanah de Rosh Chodesh Nissan, c'est le Rosh Hashanah des rois, et des fêtes, et ça correspond, parce que on sait très bien que la tribu de Malchut, les rois c'est Malchut, Nissan, ça correspond au degré le plus bas de la terre, du minéral. Donc c'est en quelque sorte le Rosh Hashanah du minéral, le Chodesh Nissan, Rosh Chodesh Nissan. Le Rosh Chodesh du végétal, c'est quand? Le Rosh Hashanah du végétal, c'est quand? Non, du végétal. J'ai peur de dire une bêtise. Allez-y. Soukot, moi j'ai... Non, Tou Bishvat. Ah bah oui, Tou Bishvat. Tou Bishvat, c'est le Rosh Hashanah des arbres. Le 15 Shvat, c'est le Rosh Hashanah du végétal. Puisque c'est le Rosh Hashanah des arbres. Le troisième, vous ne saurez pas, donc je vous le souffle. C'est quoi? Le Rosh Hashanah des animaux. C'est quand? Eh bien, c'est Rosh Chodesh Elul, il est écrit. C'est le Rosh Hashanah du Maaser Behema, qu'on prélevait le Maaser des bêtes. Donc les animaux aussi, ils ont le Rosh Hashanah, c'est Rosh Chodesh Elul. Et évidemment, le dernier, c'est le Rosh Hashanah des hommes. Ben, c'est le premier Tishri. Donc on a les 4 Rosh Hashanah dans la Mishnah. Donc les opposants, ils ont dit, c'est quoi ça? C'est quoi ce Rosh Hashanah de la Chassidoute? Il y en a 4, il n'y en a pas 5. Alors justement, mon ami, dans la Neshama et dans le monde, le Rambam il dit il y a 4 domaines, minéral, végétal, animal, humain, et il y a un 5e degré chez les humains, c'est le juif. Les Bnei Israël, ils sont le 5e degré, c'est l'homme de l'homme. Le 5e fils. Non. Le cinquième degré de la création, le plus haut. Et donc, qu'est-ce qui spécifie l'homme juif? C'est sa capacité de donner sa vie pour Dieu. Qu'est-ce qui lui donne la force de donner sa vie pour Dieu? C'est la dimension qu'il a en lui, parce que l'homme, il a
le juif, il a 5 dimensions. Nefesh. Nefesh, c'est par rapport au minéral. Ruach, c'est par rapport au végétal. Neshama, c'est par rapport à l'animal. Chaya, c'est par rapport à l'homme. Et le dernier niveau, le plus haut, pas le dernier, le premier en fait, c'est Yechida. Yechida chez Benefesh. Et donc, la Yechida chez Benefesh, c'est la capacité de donner sa vie pour Dieu. Et c'est ça le Rosh Hashanah de Yutet Kislev. C'est que à la fin des temps, l'essentiel du service de Dieu des Juifs, c'est de travailler avec la Yechida chez Benefesh. La Messirut Nefesh, on voit bien que donner sa vie pour Dieu, ça a été c'est notre rôle. Notre rôle. Dans les générations d'avance, comme il y avait des dévoilements, comme il y avait des chachamim, comme il y avait des forces très grandes, donc les gens c'était pas, à part des cas exceptionnels comme Abraham Avinu, qui a été obligé de donner son fils, etc., les gens ne faisaient pas Messirut Nefesh. Ils vivaient normal. La vie, ils vivaient dans la souffrance très souvent. Ils souffraient, les enfants, la parnassa, l'antisémitisme, le froid, le chaud. Mais c'était la vie, quoi. Ils n'en faisaient pas un plat. Ils n'en faisaient pas un plat. Ils vivaient dans la misère, c'était normal. Les gens dans le travail, déjà. Les gens qui travaillaient, ils travaillaient très dur. Il n'y avait pas des conditions de travail comme aujourd'hui. Des bureaux, la clim, des verres en carton pour boire du café, des pauses, des droits sociaux. Et ça n'existait pas, les gens travaillaient très dur. Ou dans la terre, ou dans la mine, ou dans les boutiques. Les gens travaillaient dur, c'était la vie. Ça n'existait pas de faire autrement. Vous comprenez ? Moi, ma grand-mère, elle était sur pied à 5 heures, et toute la journée, elle travaillait, quoi. Torréfier le café, fait des confitures, fait du pain, fait du... Là, aujourd'hui, les gens, là, nous sommes des enfants gâtés. Tu as besoin de confiture, tu achètes. Tu as besoin de pain, tu achètes. Tu as besoin de fromage, tu achètes. À l'époque, ils faisaient tout. Tu achètes et tu jettes. Et donc, ils vivaient dans la difficulté. Donc, pour eux, c'était pas Messirut Nefesh. C'était leur vie quotidienne. Juifs ou goy, ils avaient tous le même rythme. Mais nous, plus le temps passe, et plus chaque chose est un effort fondamental. De se lever pour faire la tefila. On a toutes les machines. Voilà. Donc nous avons, plus que jamais, dans la dernière génération, à devoir faire Messirut Nefesh. Et donc la Chassidut est venue, elle te dit, pourquoi il y a le Rosh Hashanah, la Chassidut? Parce qu'on a besoin de donner des forces. Comme tu as besoin de donner des forces au minéral, au végétal, à la nuit, tu es obligé de donner des forces au Ham Israël qui dévoile sa Yechida dans les dernières générations. Ce qui n'était pas obligé avant. C'est pas obligé avant. Il y a des exceptions. L'Inquisition, la Shoah, c'est sûr, il y a des tops comme ça où il fallait montrer Messirut Nefesh. Mais au quotidien, faire Messirut Nefesh, c'est nous. C'est nous. Il n'y a pas de dévoilement, il y a une assimilation colossale, tu te dis, on devient fou. Il y a de moins en moins de goût pour la Torah, pour la Tfila, pour l'effort. Le mensonge règne. Le mensonge règne, donc tu as besoin de réveiller ta Messirut Nefesh. Et donc le Yutet Kislev, c'est venu très tard, parce que justement, c'est très tard qu'il y a eu besoin de réveiller cette Yechida. D'accord? Et ça nous relie avec la paracha de Vayeshev. Dans Vayeshev, il y a un événement dramatique, c'est la mission que Yaakov donne à Yosef d'aller voir ses frères. D'accord?
Or, on sait très bien que Yosef étudiait la Torah jour et nuit avec son père. Il étudiait les secrets de la Torah classique. Jour et nuit, il était en Chavruta avec son père. Pitom, Il envoie. Yaakov, il lui dit, tu sais quoi, va à Shrem, va voir comment sont tes frères et qu'est-ce qui se passe avec le bétail. Pourquoi le bétail? Parce qu'il s'est dit, peut-être mes enfants, ils vont commencer à faire des magouilles avec les millions de bêtes qu'on a. Chacun va se prendre... moi, je vais prendre 1 million de bêtes, toi, et puis ils vont s'arranger l'héritage avant que je meure. Donc il dit, va voir tes frères et le bétail. Yosef, il aurait pu dire, papa, excuse-moi, tu sais très bien qu'on est en bisbise, eux et moi. Tu as bien vu comment ils me parlent, ils ne veulent pas me parler, ils se sont moqués de mes rêves. Et en plus, Yaakov, pour augmenter les problèmes, il l'envoie avec la ketonnette passible, c'est-à-dire l'habit qu'il avait reçu de sa mère, Rivka, que lui avait donné Esav, qu'il avait volé à Nimrod, qu'il avait reçu de Shem, qu'il avait reçu d'Adam Arishon. C'était un habit spécial et qui représentait le Kohen Gadol. Il était vintage. Donc, monsieur Yosef, il va voir ses frères. Et au lieu d'y aller discretos, il va voir ses frères. Il aurait pu dire à papa, écoute, nous on étudie la Torah, toi et moi, envoie un serviteur, un responsable comme Eliezer, sérieux, honnête, et il va te donner le compte rendu. C'était Bitoul Torah aussi. Bitoul Torah et danger. Ouais. La totale, comme on dit. Et on voit que Yosef, qu'est-ce qu'il répond à son père? Inéni. Je suis prêt à y aller. Comme Abraham. Comme Abraham. Ouais. Ça veut dire que Yosef Hatzadik, il a, nous disent les Mefarshim, les commentateurs nous disent, il a fait le tikkun de ce que son père n'avait pas fait. Son père a été, on l'a vu plusieurs fois, a fauté dans le principe de respecter ses parents. Il y a eu un problème. Il n'a pas pu respecter ses parents comme il faut. D'accord? Et on lui a fait payer. C'était une accusation sur lui, puisque Esav était là en disant, moi j'ai respecté mon père, toi non. Mais là, j'arrive pas à comprendre. Un enfant, il habite à l'étranger. Comment vous voulez qu'il fasse... Kiboud Avaim. Comment? Eh bien, il ne doit pas habiter à l'étranger. Théoriquement, à moins que s'il y a des problèmes de parnassa graves ou de raisons spéciales, il devrait être proche de ses parents. Pas simplement proche physiquement, ça veut dire. C'est pas évident. Dans leur vieillage, vous voulez dire? Au moins. Ou tout au long de oui. S'occuper d'eux, être avec eux, pas seulement les appeler, je sais pas shoot. C'est une mitzvah très très dure. Bekitso, Yosef, il a dit, c'est les commentateurs qui disent, c'est pas moi. Il a dit, comme mon père a fauté, entre guillemets, dans Kiboud Avaim, moi je dois faire l'extrême de Kiboud Avaim. Et l'extrême de Kiboud Avaim, c'est de faire l'absurde. D'envoyer son fils au danger. D'obéir à mon père. Si j'avais été normal, au milieu, j'aurais dit, papa, tafsik, t'es bien gentil. Sois gentil, tu as compris que c'est une mission impossible, laisse-moi tranquille. J'étudie avec toi, tu me fais faire Bitoul Torah et tu me mets en danger. Donc, pour faire le tikkun de son père, il a été se mettre en danger, il a fait Messirut Nefesh, il a dévoilé cette Yechida chez Ben Nefesh pour faire plaisir à son père. Alors, il a reçu... Il a dit, je suis prêt. Il a reçu le Mochin de Gadlout pour savoir une chose. Voilà. Il avait Mochin de Gadlout, bien évidemment, il avait une largesse d'esprit.
Non, l'esprit large, ça veut dire voir large. Donc il a eu Mochin de Gadlout et il s'est mis en danger exprès pour pouvoir respecter que Dieu me pardonne, le djouk de son père. Il aurait pu le raisonner en lui disant papa, c'est pas du tout sérieux, ne m'envoie pas. Et son père lui disant vas-y, il y a été malgré tout, il a fait Messirut Nefesh, il a dévoilé déjà la Yechida chez Benefesh pour faire le Tikkun, puisqu'il y a écrit Elle Toldot Yaakov, c'est qui les enfants de Yaakov? C'est Yosef. Donc il faut qu'il répare son père. On voit que ça n'a même pas suffi, puisqu'il a fallu quand même que les 22 ans, ils subissent l'absence de son fils pour payer les 22 ans qu'il n'avait pas vu ses parents. Mida Keneged Mida. Mais on voit que, on apprend donc cette histoire de Yechida chez Benefesh, et donc quand les opposants, doucement les gens comprennent qu'effectivement, le Rosh Hashanah de la Chassidoute, c'est pas une invention folle, c'est une réalité. Ah, pourquoi maintenant? Parce que chaque chose, elle se révèle à un moment donné. Rabbi Shimon, il a écrit le Zohar très tard, depuis le Matan Torah jusqu'à Rabbi Shimon, il n'y avait pas de Zohar. Après le Harizal, pareil. Donc les choses se dévoilent, les couches de la Torah se dévoilent, comme les couches de la Neshama se dévoilent. Et donc Yosef, il nous donne les prémices de ça, et Yosef, c'est connu que c'est le symbole du juif en galoute. Le juif de la galoute, c'est Yosef. C'est le seul qui va être brillant en galoute. Les autres, son père, il était brillant, il a rusé là-bas en galoute. Abraham, ils ont voulu le tuer là-bas en galoute. D'accord? Donc Israël, bon, il n'a jamais eu affaire à la galoute. Donc il est hors jeu. Mais lui, il est vainqueur dans la galoute. Il est vice-roi. Alors on te dit, donc c'est la Messirut Nefesh qu'il a faite, elle a payé. Donc c'est pour ça que toujours les événements tombent ensemble. Yud Tet Kislev, la vente de Yosef, et à la fin Hanouka. Hanouka aussi, c'est le Messirut Nefesh. Ils auraient pu dire, voilà, on se mouille pas, hein. Les Grecs, ils font ce qu'ils veulent, nous on est dans notre coin, on est bien, on continue notre Torah dans notre coin. Ils ont fait Messirut Nefesh, la preuve, la fête ne le raconte pas, mais l'histoire raconte que tous les enfants de Matityahu sont morts. Ils sont tous morts dans la guerre. Il n'y a pas eu de survivants. Non, on croit que c'est un happy end. Oui. Ça s'est bien terminé, ils ont allumé les bougies, Nigmar Zipo. Mais non, parce qu'après la guerre a continué, et ils sont tous morts. Et certains ont été écrasés par des éléphants, parce qu'il y avait des éléphants dans la guerre. C'est une très très dramatique histoire, l'histoire des Hashmonaïm. Donc nous, comme d'habitude, c'est comme Esther, etc., on fait la fête et tout, mais c'est un drame. Esther, elle finit emprisonnée avec Rajverosh, et eux, ils meurent tous. Ça veut dire que, on te dit, être capable de donner sa vie pour Dieu, eh ben, c'est ce qu'on nous demande à nous. Mais on nous le demande dans le calme. On donne sa vie à Dieu, mais c'est dans le calme, c'est pas dans la violence. On n'a pas l'inquisition, on n'a pas les cosaques, on n'a pas... personne qui nous poursuit. Hein, pardon? On n'a personne qui nous poursuit. Voilà, c'est ça. Donc c'est Messirut Nefesh light. Messirut Nefesh, c'est de se secouer pour faire la tefila, se secouer pour étudier, se secouer pour... Mais vous voyez bien qu'on a des conditions exceptionnelles. Parce que une bouteille d'huile à 14 shekels, moi je me rappelle à Paris, quand on voulait acheter de l'huile d'olive, c'était un budget. Hein. Aujourd'hui, les mitzvot, c'est facile à faire. La Torah, c'est facile à faire. Tout est aidé. Donc si Dieu, il te donne de tels moyens, si un agent secret, on lui donne un carnet de chèques, une valise et
un budget sans fin, c'est qu'il a une mission, très 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 dure, certainement. Donc plus on te facilite la vie, et plus ça prouve que tu as une mission délicate à faire. Et on voit que nous, tout ce qu'on fait dans cette génération, c'est un programme. C'est un programme. Les gens avant, ils priaient d'avoir un minyan. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des ennemis qui les empêchaient d'aller au minyan. Mais aujourd'hui, comme on n'a pas l'ennemi, le seul ennemi qu'on a, c'est l'ennemi intérieur. Qui te dit, il fait froid, il fait chaud, ils sont déjà dit, tu n'as pas besoin de toi. J'y vais pas. Donc on voit bien que la Messirut Nefesh, c'est pas quelque chose de bombastique, de spectaculaire, comme les marades, les pauvres qui devaient se monter sur le bûcher ou faire semblant et être attrapés. Non, nous c'est la Messirut Nefesh, Besheket. Et toi, les gens, on va pas parler de toi dans l'histoire. On va dire, vous vous rendez compte? Oui, c'est Messirut Nefesh, parce que le monde entier appelle à tout lâcher, à faire n'importe quoi. Et toi, tu te maintiens dans cet attachement à Dieu. Tu lâches pas. Et non, on a appris ça de Yosef Hatzadik. On te vend de la société, on te dit c'est pas normal, c'est extrémiste. C'est Messirut Nefesh. Voilà. T'es une fanatique, hein. Donc, tu vas trop. Bezrat Hashem, nous allons avoir C'est pas moi qui est fanatique, c'est Hachem. une bonne fête de Hanouka. Nous allons être délivrés par le Kohen Gadol et ma chère Tzidkenu, puisque chacun sait que il y a une halakha dans le Shulchan Aruch. La première halakha, elle dit Madlikim Shmonat Yemei Hanouka. Rachetevot, les initiales Madlikim Shmonat Yemei Hanouka Mashiach. Voilà, donc si Dieu veut, nous serons délivrés. Amen. Et nous passerons Hanouka avec le Beth Amikdash.